Faire société sur RCN, l'émission qui bouscule les idées reçues et donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Faire société, l'émission qui vulgarise l'information et traite de sujets sous-représentés par les médias. Faire société est animée par moi-même, Ambre, et ma camarade Nora. Salut. Notre émission a pour but de décrypter les informations qui font débat au sein de l'opinion publique et dans les médias, ou de mettre en avant des sujets et des personnes qui sont invisibilisées dans la société. Le but étant de rendre accessible un maximum ces sujets et de revenir sur le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le génocide palestinien. Alors, c'est un sujet très discuté et pourtant trop souvent mis à mal. Pour rappel, la Palestine, État du Moyen-Orient, subit la colonisation de son territoire par Israël depuis 1948, date à laquelle l'ONU décide de diviser la Palestine en 2 États. C'est dans un contexte de violence intense de la part des colons que 15 000 Palestiniens meurent tués et 700 000 Palestiniens sont contraints de fuir leur terre. Cette expulsion et exode forcé est appelée la Nakba. Comme vous le savez, les médias sont majoritairement détenus par une élite d'ultra-riches, pas besoin de nommer Vincent Bolloré ou Martin Bouygues, et ces médias se contentent de propager des informations communiquées par des lobbies pro-israéliens. Notre travail ici est de recentrer le débat sur des problématiques souvent mises sous le tapis et qui pourtant agissent au sein de notre société. Le thème du jour, c'est quel rôle la France joue-t-elle dans le génocide en cours, que ce soit au niveau de l'armement d'Israël ou au niveau de la conscience collective. Parmi les sujets que nous allons traiter, l'armement du Tsahal, l'armée israélienne dans ce génocide en cours. Et nous poursuivrons notre émission sur l'instrumentalisation de l'antisémitisme, la haine des Juifs au service du sionisme, un mouvement politique nationaliste, pour ne pas dire génocidaire, israélien. Et nous terminerons cet épisode sur un entretien avec Assaf, qui est en train de monter l'antenne CEDEC à Nancy, et Zoé du MELP, mouvement étudiant lorrain pour la Palestine. Alors dans un premier temps, on est allé à votre rencontre pour avoir votre avis sur la complicité de la France dans ce qui se passe actuellement en Palestine. Est-ce que vous pensez que la France soutient Israël ? On écoute vos réponses. Oui, je le pense. Déjà par le silence, tout simplement. Par le financement indirect des marques comme Coca-Cola par exemple, ou Starbucks, qui financent indirectement sous le nom de la France, ou directement par le financement. Moi je suis moins renseignée sur ça. Je pense que la France finance Israël effectivement. Et que c'est aussi pour ça que Macron a reconnu que très récemment l'État de Palestine et qu'avant ça, il n'y avait aucune prise de parole. Je pense que oui, en vue du fait qu'en gros, ils subissaient les actes des Palestiniens, alors que c'était plutôt l'inverse. Donc je dirais que oui, à partir du moment où ils soutiennent ça et qu'ils l'affichent, par exemple, en chaîne télévisée, etc., forcément. En tout cas, ils ne vont pas financer l'armée comme ça directement en le montrant à tout le monde. S'ils le font, c'est caché. Mais je pense qu'ils financent un peu, mais pas totalement. C'est pas, ils financent pour la guerre, c'est pour l'argent. Si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence, c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Ces propos sont tenus par Emmanuel Macron le 5 octobre 2024, à la clôture d'un sommet de la francophonie à Paris. Mais alors, qu'est-ce qu'un sommet de la francophonie ? C'est un événement où les chefs d'État et de gouvernement discutent de multiples sujets, par exemple les droits humains, l'éducation ou encore l'économie mondiale, entre autres. En gros, les sommets de la francophonie, c'est l'occasion de se rencontrer pour les chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Ces sommets ont lieu tous les 2 ans depuis 1986. Il y a 90 États membres qui sont présents dans l'Organisation internationale de la francophonie, dont la plupart d'anciens territoires de l'Empire colonial français. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après ce qu'on a pu trouver sur RFI, l'Espagne, les Pays-Bas, mais aussi le Royaume-Uni ont déjà suspendu depuis plusieurs mois certaines exportations d'armes vers Israël. L'Espagne a par exemple mis en place un plan de déconnexion technologique avec l'État hébreu, ce qui marque clairement une prise de distance. On ajoute aussi que, sur le plan militaire, l'Espagne a rompu un contrat de 6,8 millions d'euros avec une entreprise israélienne pour un achat de munitions qui était destiné à la garde civile. De son côté, Emmanuel Macron a affirmé que la France ne vend plus d'armes à Israël. L'ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, précise même que Paris ne transfère que du matériel défensif qui serait destiné au système de défense aérienne du Dôme de Fer. Mais qu'en est-il réellement ? Ce que l'on sait, c'est que cette coopération entre la France et Israël semble en contradiction avec les textes internationaux qui ont été signés par la France, notamment les conventions de Genève. Les conventions de Genève posent des règles à respecter en temps de guerre, notamment avec la technologie. La première convention de Genève protège, elle, les soldats blessés sur terre en temps de guerre. La deuxième convention de Genève protège les militaires blessés. La troisième, elle, protège la dignité des prisonniers de guerre. C'est avec la Seconde Guerre mondiale que presque tous les pays du monde signent la 4e Convention de Genève en 1949 afin de protéger les civils. Ce 4e principe repose sur le fait de traiter les blessés ou prisonniers avec respect et dignité, ce qu'Israël bafoue. On retrouve aussi la distinction entre civils et militaires.
ce qu'Israël n'applique pas non plus. On doit toujours différencier les combattants des civils. Les opérations militaires doivent tout faire pour éviter les pertes humaines civiles et les dégâts sur leurs biens. Il faut donc choisir des armes adaptées à l'objectif militaire, ce qu'Israël ne respecte pas, encore une fois. On n'inflige pas de dommages ou de souffrances qui ne sont pas nécessaires. Les conventions de Genève sont internationales et imposent donc à chaque État de respecter, mais aussi de faire respecter le droit international humanitaire. Une coalition de plusieurs organisations palestiniennes, dont par exemple Stop Arming Israel, ont publié ce mardi 10 juin sur Association France-Palestine Solidarité un rapport détaillé qui se base sur les données d'importation des douanes israéliennes. Le but étant de prouver que les États coopèrent avec Israël et participent activement au génocide. Depuis octobre 2023, les livraisons d'armes se font par voie aérienne mais aussi par voie maritime. On y retrouve plus de 15 millions d'articles dans la catégorie bombes, grenades, torpilles, pour une valeur de plus de 7 millions d'euros. Et 1868 articles dans la catégorie pièces et accessoires de lance-roquettes et grenades, le tout pour une valeur de plus de 2 millions d'euros. Ce sont des armes de guerre. Ce qu'il est important de retenir, c'est que, comme dit dans le rapport, cette étude reste limitée, mais que les montants se comptent en millions d'euros et la quantité de matériel d'armement en milliards. Dans cette étude, les composants de drones vendus par Thales ne figurent pas. Thales est une entreprise d'armement qui occupe une place majeure dans la guerre des drones et ce depuis plusieurs décennies, mais également dans tous les domaines, que ce soit aérien, terrestre ou naval. Et tout ça alors qu'un génocide est en cours à Gaza, que la colonisation et le nettoyage ethnique qui frappent toute la Palestine se poursuit. Cette étude nous indique qu'il est bon de rappeler que le droit international impose de cesser le commerce des armes quand il y a un risque de génocide. L'ONU et la Cour internationale de justice exigent l'arrêt du génocide. Ce rapport est donc une nouvelle preuve de la complicité de la France dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime génocidaire commis par l'État d'Israël. Le Premier ministre a délivré 4 licences d'exportation de la catégorie ML4, donc bombes, roquettes, mines, et d'après les douanes israéliennes, en décembre 2023, la France a livré plus de 21 millions d'euros de ce type de matériel. Parlons du cas des F-35 et du rôle qu'a joué la France. En février 2025, plus de 230 organisations, dont Amnesty International, ont demandé l'arrêt des livraisons d'armes. Parmi celles-ci, nous retrouvons l'avion de combat F-35. Il a été prouvé qu'en juillet 2023, un de ces avions avait largué 3 tonnes de bombes lors d'une attaque contre une prétendue zone de sécurité à Khan Younes, tuant 90 Palestiniens. Et tout cela dans un silence assourdissant de la communauté internationale et des élus. Très récemment, l'ancien député Meir Habib a posté un tweet d'une conversation entre lui et le président Emmanuel Macron. Meir Habib explique alors qu'il a reçu un appel d'Israël disant que la France allait interdire aux sociétés israéliennes d'exposer au Salon Milipol 2025. Pour rappel, le Salon Milipol est un événement consacré aux professionnels de la sécurité. C'est un endroit où il y a des présentations des dernières innovations technologiques réalisées dans le domaine. Meir Habib explique au président qu'il est le seul à pouvoir inverser la tendance de cette décision. Ce à quoi Emmanuel Macron lui répond « affaire réglée, bise ». Le président français se met donc entre cette interdiction. Il apporte une forme de légitimité et un manque de considération pour les actions très graves d'Israël et de ses entreprises. Il y a aussi d'autres formes de complicité de certaines entreprises françaises. Dans ce génocide, on peut parler par exemple de l'entreprise française Optical Center, qui a fourni des lunettes aux soldats israéliens. Il propose, aux portes de Gaza avec des tentes, de distribuer gratuitement des lunettes afin de permettre aux soldats israéliens d'être plus efficaces dans leur travail. On peut aussi noter la complicité de Air France, et ce, malgré la mobilisation des travailleurs. Le syndicat sud-aérien révèle que la compagnie Air France a bien envoyé sa cargaison militaire vers Israël, et ce dans la plus grande discrétion. En dissimulant la nature de ce qui est expédié, tout ça dans le but d'empêcher une quelconque mobilisation des salariés. Le syndicat réclame donc une enquête parlementaire et judiciaire. Le jeudi 5 juin 2025, un bateau israélien fait escale à Fos-sur-Mer vers Marseille. Le comte Chipera doit embarquer le même jour. Encore une fois, dans le secret, on va y retrouver 14 tonnes de pièces détachées pour obtenir des fusils mitrailleurs qui sont fabriqués par la société française Eurolynx et qui doit être livrés à l'entreprise d'armement Israel Military Industries. C'est ce que révèle Disclose et le média irlandais The Ditch. Des ouvriers de la CGT Dockers ont refusé de charger des composants militaires à destination d'Israël en signe de contestation. D'après Disclose, les livraisons se poursuivent donc en secret. Et on parle ici de 19 palettes contenant 14 tonnes de pièces pour cartouches de fusils mitrailleurs. La destination finale sera le port d'Haïfa dans le nord d'Israël. Ces pièces détachées qu'on appelle maillons sont fabriquées à Marseille par la société française Eurolynx. Elles sont utilisées pour relier entre elles des balles d'armes automatiques et elles ont été commandées par Israel Military Industries, qui est une filiale d'Elbir, un des principaux industriels de l'armement israélien. Cette entreprise approvisionne l'armée israélienne Sahal. D'après leur enquête, on est sur la 3e expédition de ce type entre Fos-sur-Mer et Haïfa. Depuis le début de l'année 2025,
Malgré les appels des experts et de l'ONU à cesser les livraisons d'armes en Israël en raison du risque de génocide des Palestiniens, le 3 avril dernier, le cargo récupère cette fois-ci 26 palettes, soit près de 20 tonnes de marchandises, qui sont toujours destinées à Israel Military Industries. Toujours d'après les données maritimes confidentielles obtenues par Disclose et The Ditch. Contacté à de nombreuses reprises par Disclose, le PDG d'Eurolink, Jean-Luc Bonelli, n'a pas donné suite. Il est important de noter qu'au moins 44 entreprises françaises participent au commerce notamment avec Israël. Ce commerce d'armement ne se limite évidemment pas aux seules exportations. Il inclut également des importations, des coopérations industrielles et différentes opérations qui contribuent toutes à alimenter l'appareil militaire israélien. Cela se déroule dans un contexte où Israël multiplie les violations du cessez-le-feu. En mars 2024, une première édition du Guide des entreprises françaises d'armement complices d'Israël recensait les liens de 10 entreprises. Aujourd'hui, ce sont 34 entreprises supplémentaires qui s'y ajoutent, portant le total à 44, comme mentionné précédemment. Et malgré le fait que Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, fasse l'objet d'un mandat d'arrêt international et que l'État d'Israël soit accusé de génocide, ces entreprises poursuivent, voire intensifient, leurs livraisons et leur collaboration. Les informations qui pourraient freiner ces partenariats ne semblent donc susciter aucune préoccupation de leur part. Aussi, il est important de garder en tête que les livraisons de matériel militaire offensif sont aujourd'hui bien prouvées. Ce qui est contraire aux informations de Sébastien Lecornu, qui, je le rappelle, est l'ancien ministre des Armées et l'actuel Premier ministre. Des radars destinés à des drones de combat ont été livrés par la multinationale Thales, que nous avons mentionné précédemment. Des roulements de chars ont été livrés par l'entreprise Tolkien depuis son usine de Colmar. Évidemment, la complicité ne s'arrête pas aux ventes directes. On a parlé tout à l'heure de Optical Center qui distribue des lunettes gratuitement, ou encore de McDonald's qui a distribué des repas gratuits aux soldats israéliens. Mais il est important de garder en tête que chacun des liens que les entreprises françaises entretiennent avec les entreprises israéliennes contribue à entretenir la machine de guerre. Comme le dit ISM France, des entreprises françaises aident les entreprises israéliennes à importer en Europe leur matériel, leur technologie militaire, qui est pourtant testée sur les Palestiniens. Tout ce qu'on vient de citer constitue une preuve de la complicité de la France dans le génocide. Être anti-israélien, c'est pour cacher son antisémitisme, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait entendre en 2021 à l'antenne de Radio J, une radio communautaire juive. Alors, se tromper entre croyances religieuses et idéologie politique est monnaie courante dans les médias traditionnels. Or, le fait d'être juif et le fait d'être sioniste sont deux choses bien différentes, surtout lorsque l'État d'Israël prétend agir au nom de la judéité et que des politiciens nourrissent ce rapprochement entre antisionisme et antisémitisme. On va essayer de dénouer un peu le sujet afin de mieux comprendre ces enjeux. Déjà, qu'est-ce que le sionisme ? Le sionisme, c'est un mouvement politique qui a pour but de légitimer la présence d'un État juif en Palestine. En l'occurrence, il s'agit de légitimer la présence d'Israël et ses actions sur les terres palestiniennes. Pour revenir aux origines du sionisme, on va s'éloigner du Moyen-Orient pour se rapprocher de l'Europe. Car oui, l'idée d'un État-nation pour les Juifs et Juives du monde est une idée signée Theodor Herzl, un journaliste austro-hongrois considéré comme le père fondateur du sionisme. Alors Theodor Herzl fait naître cette idée à la fin du XIXe siècle, au moment où l'antisémitisme gagne de plus en plus de terrain en Europe. On pense notamment à la tristement célèbre affaire Dreyfus en France. Dire que le sionisme est un projet juif avant d'être un projet européen, ce serait essentialiste. Mais alors qu'est-ce que l'essentialisme ? Essentialiser, c'est réduire un individu aux caractéristiques du groupe auquel il appartient. Par exemple, le fait de dire que les femmes sont bavardes. Faire circuler l'idée que la communauté juive est un groupe homogène partageant les mêmes opinions politiques, c'est essentialiste. Il est nécessaire de sortir de cette essentialisation du peuple juif, qui est très hétérogène en réalité, avec notamment les juifs séfarades, qui sont culturellement plus proches des communautés maghrébines et musulmanes que des juifs ashkénazes de Pologne par exemple. Il faut replacer le projet sioniste dans un contexte géopolitique, c'est-à-dire l'Europe de la fin du XIXe siècle. Avec la montée grandissante de l'antisémitisme, la communauté juive en Europe s'organise, créant alors des mouvements de résistance, des mouvements qui se veulent parfois communistes. Le projet sioniste n'était à l'origine pas populaire du tout. D'autant plus que pour certains religieux, ce n'était pas aux juifs humains de créer un État d'Israël, mais bien à Dieu de le faire. Donc en tant que juifs, ils ne pouvaient reconnaître Israël. Les opposants au projet sioniste parlaient déjà de ces contradictions, à savoir l'ethnocentrisme, le racisme et l'impérialisme occidental, qu'impliquerait la création d'un État-nation pour les juifs, et donc un État basé sur la judéité. Quand je parle d'ethnocentrisme, ici, il s'agit de privilégier le groupe ethnique auquel on appartient, le plaçant au-dessus des autres. L'impérialisme, c'est plutôt la politique d'un État qui cherche à dominer d'autres États de manière générale. Comme ce fut le cas durant l'Algérie française, avec toujours cette notion de puissance occidentale qui cherche à exercer une domination politique sur un État qu'il juge inférieur. Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme.
le fait que le président français actuel affirme en 2017 que l'antisionisme serait une des formes modernes de l'antisémitisme nourrit une instrumentalisation qui ne sert qu'à protéger le sionisme et les agissements d'Israël. L'instrumentalisation, dans ce contexte, c'est le fait de considérer quelque chose, ici l'antisémitisme, comme un instrument, un outil pour légitimer certaines idéologies politiques. Ici, on parle du sionisme. Maintenant, l'antisémitisme, la haine des Juifs, est devenu un outil pour l'extrême droite israélienne qui utilise cet argument pour empêcher les critiques de leur politique néocoloniale. Le néocolonialisme, c'est cette volonté de domination d'un peuple sur un autre en s'appropriant ses terres, sa culture et surtout en condamnant à l'exil, si ce n'est à la mort, tout un peuple autochtone. La confusion entre sionisme et judaïsme n'est pas entretenue que par l'extrême droite israélienne. Des personnages publics comme Dieudonné et Alain Soral ont fortement contribué en France à cet amalgame en entretenant des clichés antisémites. Alain Soral a d'ailleurs été condamné pour incitation à la haine raciale. En fait, être antisioniste, ce n'est pas juste être contre les agissements d'Israël. C'est aussi simplement respecter le territoire et la vie du peuple palestinien. Nul ne peut se proclamer plus légitime à vivre sur le sol de Palestine que les Palestiniens eux-mêmes. Soutenir la politique sioniste d'Israël, c'est non seulement nourrir l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, mais c'est surtout soutenir le néocolonialisme. Pierre Stamboul, porte-parole de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, une association antisioniste, explique que si l'UJFP lutte depuis 1994, c'est à cause de l'occupation, de la colonisation, des crimes de guerre et contre l'humanité et du génocide en cours. Leur premier mot d'ordre était « pas de crimes en notre nom ». Pierre Stamboul raconte que pour les sionistes des années 1900, le peuple palestinien n'existe pas, et que s'il existe, il doit être enfermé, expulsé ou tué. Ce sont des idées qui relèvent du colonialisme. Cela prend davantage forme après les attentats du 7 octobre 2023. Pour rappel des faits, le Hamas, un groupe de résistance pour la libération de la Palestine, a commis une série d'attentats en Israël faisant au moins 1200 morts. En réponse à ces événements tragiques, l'armée israélienne intensifie son nettoyage ethnique sur le peuple palestinien et fait plus de 69 000 morts. Comme Pierre Stamboul, une partie de la communauté juive internationale refuse d'opposer d'un côté la lutte contre l'antisémitisme et de l'autre la solidarité avec le peuple palestinien. Ces juives et juifs aux idées décoloniales, donc contre le colonialisme, refusent l'instrumentalisation de l'antisémitisme par tous les gouvernements de droite, surtout le gouvernement israélien, qui en fait son ultime argument pour contrer toutes les critiques de sa politique. Donc être contre Israël et sa politique génocidaire, c'est antisémite ? Que fait-on des juifs et juifs antisionistes ? L'idée selon laquelle tous les juifs sont sionistes est fausse, en plus d'être essentialiste. Et l'idée selon laquelle tous les sionistes sont juifs est également fausse. Nombreux sont les non-juifs à soutenir le projet sioniste. Pour l'extrême droite française, soutenir Israël représente une opportunité pour se faire bien voir auprès des franco-sionistes. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est d'ailleurs déplacé à Jérusalem à l'occasion d'un hommage rendu aux victimes du 7 octobre et de la Shoah. Cette visite s'est vue très critiquée par les Juifs de France, surtout lorsqu'on sait que les racines du Rassemblement national prennent vie dans l'antisémitisme avec notamment des fondateurs négationnistes ou anciennement SS. Le négationnisme étant la négation de l'existence de la Shoah. Cette prise de position vis-à-vis d'Israël fait partie de tout un processus de dédiabolisation de l'extrême droite française. C'est également Marion Maréchal, députée européenne d'extrême droite, qui était présente à cet hommage qui lui semblait idéal pour justifier le génocide en cours tout en tenant des propos islamophobes. Être sioniste et antisémite n'est donc pas nécessairement incompatible. Trump est un bon exemple de cela à l'échelle internationale. Il n'est pas connu pour prendre la défense des juifs, bien au contraire, il nourrit des discours antisémites et négationnistes toujours plus proches du nazisme, allant jusqu'à citer Mussolini sans y voir le problème. Tout cela en affirmant être la personne la moins antisémite que l'on puisse voir. On pourrait faire preuve de bonne volonté et le croire, le problème c'est que pas plus tard qu'à son investiture en janvier 2025, son acolyte Elon Musk a tendu son bras laissant comprendre un salut hitlérien par une partie de l'opinion publique. Bon courage si vous souhaitez faire de Trump un grand défenseur de la lutte contre l'antisémitisme. Revenons en France, où l'on se demande qui sera le plus antisémite ou le plus islamophobe. Car oui, c'est par haine des Juifs que certains groupuscules identitaires d'extrême droite affichent fièrement un antisionisme. Certains sortent le drapeau palestinien et ont pour motif une haine des Juifs. C'est le cas notamment du GUD, Groupe Union Défense, qui n'hésite pas à s'afficher avec des kéfiers, symbole de la lutte pour la libération de la Palestine. Benoît Fleury, ancien dirigeant du GUD, confie en 1999 « On est contre l'occupation sioniste avec un côté antisémite qu'il faut appliquer partout où les Juifs peuvent être présents. » À cette époque, le GUD dénonce la politisation du judaïsme et le lobby sioniste. Maintenant, la confusion est plus palpable. Il ne faudrait quand même pas que cette prise de position soit favorable aux Arabes. On n'est plus sur un ni synagogue, ni mosquée.
Dans un entretien avec Mediapart, Charles Anderlin, journaliste et auteur franco-israélien, affirme qu'être franco-sioniste, c'est soutenir un gouvernement qui adopte des attitudes de moins en moins démocratiques. Il nous dépeint un gouvernement français à la merci de la politique de Netanyahou, fortement soutenu par le gouvernement états-unien de Donald Trump. L'impérialisme étant ici le mot d'ordre, les États-Unis et la France permettent à Israël de devenir la puissance militaire qu'elle aspire à être. L'armée israélienne, le Tsahal, ne cache pas ses ambitions de faire disparaître tout ce qui se réfère au peuple palestinien, que ce soit directement par des bombardements ou indirectement par une famine orchestrée. Car oui, le Tsahal sabote les opérations d'aide humanitaire afin d'acheminer de la nourriture en Palestine. Pour revenir au franco-sionisme, il se manifeste à travers une répression de toute voix se levant contre l'occupation israélienne. Cela a été le cas notamment dans les universités françaises, où les étudiants ont été nombreux à manifester leur soutien au peuple palestinien. Le problème, c'est que toute personne critiquant la politique génocidaire d'Israël peut risquer une sanction administrative ou judiciaire. Cette répression s'est vue effective notamment dans les universités. Un étudiant de l'ENS confie à Blast que la moindre manifestation d'empathie envers les civils de Gaza était qualifiée d'antisémite de la part des administrations et du gouvernement. Caroline Yadon, députée Renaissance, affirmait en 2024 que depuis les attentats du Hamas du 7 octobre 2023, une haine décomplexée des Juifs nourrie par une haine d'Israël contamine un grand nombre de nos établissements supérieurs. Sauf que c'est aussi le travail des chercheurs et chercheuses spécialistes sur la question palestinienne de contextualiser les événements tragiques du 7 octobre dans un processus long de la colonisation des terres palestiniennes. Mais la présidence du CNRS ne le voit pas d'un bon œil et lance des procédures disciplinaires à l'encontre de ses enseignants du supérieur. C'est le cas notamment de Véronique Bontemps, responsable du séminaire Gaza à l'école des hautes études en sciences sociales, qui après un communiqué sur les attentats du 7 octobre, s'est vue attaquée par ses collègues dans un premier temps, puis dans un temps record administrer une procédure disciplinaire pour apologie du terrorisme et incitation à la haine. Les semaines qui ont suivi, après la réponse israélienne aux attaques du Hamas, le ministère de l'Intérieur, avec à sa tête Gérald Darmanin, interdit plusieurs manifestations pro-palestiniennes, y compris sur les campus universitaires. Le but ? Faire taire les voix qui s'expriment à contre-courant de la pensée sioniste. Alors ça soulève plusieurs points importants. Quels sont les rapports entre Israël et les universités françaises ? Pourquoi le corps enseignant est-il mis sous pression s'il vient redonner du contexte sur la colonisation des terres palestiniennes ? C'est assez simple en réalité. Lorsqu'on se penche sur l'histoire coloniale de la France, il est plutôt logique qu'Israël bénéficie de la protection d'un État qui a fait tout autant dans le passé, si ce n'est pire. Je pense notamment au massacre du peuple algérien jusque dans les années 60 qui a fait plus de 400 000 morts. Censurer et sanctionner les voix qui se lèvent contre la politique d'Israël, c'est remettre une fois de plus en question la démocratie. C'est la liberté d'expression qui est mise à mal par les partisans de la bien-pensance à la française. Si on se réfère aux prises de parole de nos politiciens ou dans nos médias, le débat public semble mené à la baguette par les lobbies pro-israéliens. Tout est mis en œuvre pour minimiser le sort des Palestiniens et justifier au mieux la violence exercée sur le territoire. Pour préciser, ce qu'on appelle ici les lobbies pro-israéliens, ce sont les individus qui défendent les intérêts financiers et politiques d'Israël tout en bénéficiant d'une couverture médiatique importante. Lorsque les voix se lèvent en soutien au peuple palestinien, que des personnalités publiques et politiques assument leur prise de position dans ce cas qui est qualifié de conflit mais qui en réalité relève de l'extermination, le gouvernement israélien ne manque pas de répondre en inscrivant les noms de leurs opposants politiques sur des missiles à destination du peuple gazaoui. C'est ainsi que le nom de Rima Hassan et d'autres députés de la France insoumise ont figuré sur des missiles israéliens. En février dernier, lorsque le Sénat adopte un projet de loi qui prétend renforcer la lutte contre l'antisémitisme, il vient renforcer un flou entre antisémitisme et antisionisme, visant à mettre un terme à toute critique de la politique israélienne. Justine Banulz, avocate et juriste en droit public, vient éclaircir ce point. À partir du moment où on viendrait critiquer l'État d'Israël dans sa forme actuelle, on pourrait être suspecté d'antisémitisme et derrière qu'il y ait un déclenchement de procédures disciplinaires, des signalements qui pourraient donner suite à des procédures disciplinaires, à des sanctions disciplinaires et des signalements aussi au procureur de la République, qui sont des dispositifs qui existent déjà. Le milieu universitaire est inquiété par cette nouvelle loi qui rend incontestable une définition instrumentalisée de l'antisémitisme, confondant critique d'un État et haine raciale. En s'appliquant à l'enseignement supérieur, cette loi devient un moyen de censure restreignant la liberté académique, étouffant le débat critique et réprimant les élans de solidarité, notamment envers la cause palestinienne. Pour l'Union juive française pour la paix, le sionisme est non seulement un crime contre les Palestiniens, mais représente également une injure à la mémoire, l'histoire et l'identité de la communauté juive. Pierre Stamboul affirme que la prolongation du combat contre le fascisme, c'est le combat contre le sionisme. Israël veut faire des Juifs soit des complices, soit des traîtres.
explique le coprésident de l'UFGP, Pierre Stamboul ne s'arrête pas là. Il dénonce également le manque de pluralisme des médias qui appartiennent pour une grande majorité à des milliardaires qui pensent la même chose, ce qui impacte directement le débat public. De retour sur RCN dans votre émission Faire Société, nous sommes en compagnie de Asaf qui est en train de monter une antenne à Nancy du collectif Tzedek et Zoé du MELP, mouvement étudiant lorrain pour la Palestine. Déjà merci d'être avec nous aujourd'hui. Et première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter vos collectifs ? Ok, donc je fais partie du MELP, c'est le mouvement étudiant lorrain pour la Palestine, qui soutient la lutte pour la Palestine et qui se veut être un mouvement décolonial au sens plus large et qui comporte pas seulement des personnes étudiantes. Tout le monde peut militer au sein du MELP. Voilà. Bonjour, moi c'est Asaf. Du coup, je vais me présenter vaguement. Je milite énormément sur Nancy dans les cercles antifascistes et récemment, on m'a proposé de monter l'antenne 54 de Tzedek et je viendrai vous parler en mon nom et pas encore en celui de Tzedek, mais vous présenter tout du moins le groupe Tzedek. Asaf, toi qui es en train de monter une antenne ancienne du collectif Tzedek, un collectif fondé très récemment en 2023. Peux-tu nous en dire plus sur le contexte de création du collectif ? Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que Tzedek, ça veut dire justice. Il y a tout un intérêt à avoir monté Tzedek après tous les débats autour du 7 octobre. En fait, il faut savoir que chez Tzedek, la plupart des gens sont des militants et des militantes qui viennent anciennement de l'UJFP. Et on a de très, 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 très bonnes relations avec l'UJFP. Notamment, il y a beaucoup d'organisations, de tables rondes, de conférences qui se font avec des camarades de l'UJFP. Et Tzedek, c'est né un peu d'un ras-le-bol de l'instrumentalisation des voix des personnes juives antisionistes en France. Et la ligne de Tzedek, c'est une ligne qui se veut anticoloniale, antiraciste et anti-impérialiste, et on reviendra sur ces sujets-là tout à l'heure, et aussi contre l'islamophobie d'État, et on y reviendra aussi tout à l'heure. Alors, on peut lire sur le site du Tzedek notamment, en tant que juifs français, nous ne sommes pas responsables de la politique israélienne, mais celle-ci est menée en notre nom. Nous avons donc la responsabilité de la changer. Alors, par quels moyens pensez-vous au Tzedek pouvoir changer cette politique ? Alors déjà, en effet, notre voix, elle est complètement instrumentalisée par l'État d'Israël et par tous ces relents en France. Je vais citer des gens qu'on n'aime pas forcément, mais par exemple Pascal Praud et toute son émission qui a été par exemple félicitée par des pontes israéliens des médias en disant que c'était un super relais de la voix sioniste. C'est quand même terrifiant qu'on en arrive là. Oui, en fait, les moyens de militer contre cette instrumentalisation, elle va de la conférence, de l'éducation, de la promotion de livres, de conférences, par exemple, d'objecteurs et d'objectrices de conscience israéliens qui s'opposent au service militaire et qui s'opposent à toute la machine de guerre là, qui est mise en place en Palestine occupée. Mais aussi par l'action directe. L'action directe, notamment avec le soutien des camarades Docker, qui ont empêché des cargaisons de munitions, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, qui ont empêché ces cargaisons d'arriver et de servir la machine guerrière d'Israël. Et pour toi, en tant que membre de la diaspora juive, est-ce qu'il y a eu un tournant dans ta perception de la politique et de l'État d'Israël ? Ou as-tu grandi dans un environnement déjà colonial et antisioniste ? Je ne vais pas forcément m'étendre sur comment dire ? Je ne vais pas forcément m'étendre sur mon univers familial, mais il faut savoir que moi, je viens d'une famille qui est déjà antisioniste. Donc c'est une chance, et tout le monde n'a pas cette chance. Il y a de nombreux camarades, par exemple, chez Tzedek, qui sont en complète rupture avec leur famille sioniste, qui est aussi quelque chose d'assez intéressant. En fait, on peut voir que le sionisme, c'est... moi, j'aurais tendance à comparer ça à une secte qui a réussi, que ce soit sur le plan religieux, parce que quand on vient d'une famille sioniste, il y a tout un endoctrinement qui est faramineux, et c'est des systèmes de pensée qui sont extrêmement complexes à défaire. Moi, je pense qu'il y a tout un intérêt, en fait, quand on vient d'une famille qui est déjà antisioniste, à pouvoir s'exprimer. Déjà, on s'expose à moins de rejet familial.
C'est déjà agréable. Mais moi, j'ai pas eu une vision pro-israélienne, du coup, de ce qui se passait. Même si on parlait pas forcément beaucoup de la Palestine dans ma famille. Mais par exemple, moi, j'ai pas grandi avec ce roman national qui est très répandu en France vous savez, pendant l'après-guerre, l'État français a eu énormément de mal à poser des mots comme Shoah sur ce qui s'était passé. Et pour un peu s'excuser du régime de Vichy et tout ça, il y a eu une assimilation, mais une assimilation un peu malgré elle de la communauté juive en France. En gros, vous avez subi tout ça. Maintenant, vous n'êtes plus des juifs, vous êtes des Français et il n'y a plus de débat racialisant autour de ça. Et c'est une instrumentalisation et c'est une assimilation qui a été complètement forcée parce que du coup, ça ne laisse plus du tout le débat aux multiplicités déjà d'engagement, mais aussi de religiosité qu'il y a au sein de la communauté juive. Et c'est un effacement total et c'est pas une méthode de réparation qui a été probante que l'État français a faite. Et je voulais aussi rappeler que ce genre d'assimilation un peu forcée, c'est aussi ce qu'a fait Israël, c'est instrumentaliser la voix des personnes juives. Je rappelle qu'Israël se base aussi sur l'idéologie un peu farfelue de la fameuse de l'impérialisme et du nationalisme et de la fameuse homogénéité nationaliste. C'est-à-dire que Israël a eu besoin des prolétariats, séfarades, par exemple en Tunisie, et du nationalisme arabe, de toute cette fausse idée du nationalisme et de l'hégémonie et de l'homogénéité. Nous allons nous débarrasser des juifs dans les pays arabes, comme ça nous allons avoir une nation homogène. Et les prolétariats juifs, notamment dans les pays du Maghreb, se sont dit le fameux mythe de cette homogénéité, on va pouvoir le vivre en Israël. Or, c'est complètement faux. Il y a Béatrice Orès, en fait, qui expliquait ça très bien dans son livre Antisionisme, une histoire juive. Elle explique que l'antisionisme, c'est déjà un mouvement politique marxiste qu'on retrouve avec l'apparition justement vous en parliez tout à l'heure, mais de Theodor Herzl, lorsqu'il a créé l'internationale sioniste. En fait, à ça s'opposait, par exemple, le Bund, qui était un mouvement ouvrier syndicaliste pour la diaspora, par la diaspora, et antisioniste. C'était dans son premier combat l'antisionisme, l'anti-impérialisme et l'antiracisme. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'écrit de Béatrice Orès, et elle parle aussi de l'antisionisme religieux, des juifs par les juifs. L'antisionisme religieux dont vous aviez parlé tout à l'heure, qui s'oppose à la création d'un État-nation. Et comme vous le disiez aussi bien tout à l'heure, il y a quelque chose d'assez intéressant quand on regarde les positions sionistes, c'est de remarquer que le roman national dit que les sionistes sont la communauté juive en Europe, etc. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Regardez aux États-Unis, les plus grands sionistes sont les évangéliques. Et les évangéliques, par exemple, leur combat théologique, c'est de dire que pour qu'il y ait l'Apocalypse, donc selon leur livre, il faut que tous les Juifs rentrent en Israël, se convertissent à l'évangélisme, et s'ils ne se convertissent pas, sont voués à mourir, pour que Dieu redescende, etc. Donc, se cacher derrière ce sionisme en prônant le fait de non, nous ne sommes pas antisémites, ce sont les antisionistes qui sont antisémites, ça relève d'un immense antisémitisme, parce que là, on parle quand même d'éradiquer les juifs du monde dans leur logique théologique. Et voilà. Alors, on sait que vous essayez de faire naître donc une antenne du Tzedek à Nancy. Comment est-ce que tu envisages, toi, l'avenir du Tzedek à l'échelle locale ?
À l'échelle locale, je pense qu'il y aurait un intérêt en fait à faire collaborer Tzedek et les groupes comme par exemple le MELP, dont on parlera tout à l'heure, mais aussi les antennes, par exemple BDS, la FPS aussi notamment, qui sont En fait, Nancy, c'est un terreau qui est extrêmement, qui est extrêmement riche vis-à-vis de la lutte, que ce soit antiraciste, antifasciste et aussi pro-palestinienne. Et je pense qu'il y aurait aucune raison pour qu'on fonctionne sans collaborer, parce que c'est super important d'allier nos forces là-dessus. On sait aussi qu'être membre d'un tel collectif avec des opinions politiques tranchées peut comporter des risques. Est-ce que vous avez déjà subi des pressions au Tzedek de la part d'individus sionistes ou de groupuscules d'extrême droite, ou est-ce que toi, dans ton expérience aussi, tu as pu être victime de certaines pressions Oui, complètement. Je citerai pas forcément de nom, mais il y a un grand camarade de Tzedek, tous les je vais un peu réduire, mais tous les sionistes de France ont son WhatsApp et il reçoit des horreurs, des menaces de mort, des choses atroces, des choses envers sa famille. On peut aussi noter la répression d'État. L'UJFP, qui sont nos grands collaborateurs, ont été accusés d'apologie du terrorisme et ont été perquisitionnés. Je rappelle que l'UJFP, c'est en grande partie des personnes assez vieilles, donc c'est un peu troublant de se dire que des policiers sont arrivés chez eux à 6h du matin, les ont plaqués au sol, c'est extrêmement violent. Et encore une fois, ça, c'est de la répression d'État. Et je voulais faire un petit encart là-dessus. Mais la répression d'État, concernant l'antisionisme, elle s'abat sur nous, les antisionistes, et c'est le marchepied de la répression d'État antisyndicale, la répression d'État anticommuniste et la répression d'État qui va réprimer tous les mouvements sociaux si on laisse l'opinion publique se fasciser et si on laisse les grands médias tels que les médias tenus par Bolloré ou Drahi se fasciser encore plus. Quant à moi, oui, j'ai déjà subi pas mal comment je pourrais dire, d'agression. Finalement, je me suis déjà fait suivre dans la rue, menacée à la barre de fer, des choses comme ça. On m'a déjà tagué des croix gammées devant chez moi. Et ça, je pense par contre que c'est aussi dû au fait que je milite de manière générale dans les milieux antiracistes et antifascistes. Mais oui, c'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant de se rendre compte que toute cette fange de la droite qui se dit non, on n'est pas du tout antisémite, nous on défend les juifs de France, sont les mêmes qui viennent taguer des croix gammées devant chez nous parce qu'on ne correspond pas au narratif du bon juif sioniste. On ne correspond pas à ce narratif. Donc oui, c'est terrifiant. Mais on ne va pas se laisser démoraliser pour ça. Moi, je ne vais pas déménager, je ne vais pas arrêter de militer et je ne vais pas arrêter de m'engager et d'ouvrir ma grande bouche, comme je dirais, sur ces sujets-là, parce que je me fais intimider. Pas du tout. Merci pour ce partage. Merci beaucoup. Et je me retourne vers toi, Zoé. Est-ce que toi, au sein du MELP, vous avez subi des pressions, des menaces de certains collectifs à l'encontre de vos actions ? Alors, pas à titre personnel, mais effectivement, au niveau de notre collectif, on a reçu plusieurs types de menaces, des menaces physiques et verbales. On nous a menacé, on a menacé de venir intervenir dans une assemblée générale qu'on avait prévue un jour de 13 novembre. Et donc, des groupes d'extrême droite ont estimé que c'était irrespectueux de notre part de se rassembler ce jour-là. Et donc, il y avait des appels sur les réseaux sociaux à venir pour nous casser la binette, quoi. Et on peut retrouver aussi beaucoup de nos affiches qui sont arrachées. Mais aussi, par exemple, lors des rassemblements qu'on organise, on propose un linceul avec les noms des victimes palestiniennes, le nom de toutes les victimes palestiniennes écrites dessus. Et il y a des personnes qui ont pu se permettre de le piétiner, et ce qui peut être très, très violent pour les personnes qui sont présentes et qui sont concernées. Donc, toi qui étais là au début de la création du MELP en 2024, dans quel contexte s'est créé le collectif et comment se sont organisées les premières mobilisations pour la Palestine ? Alors, le MELP s'est créé à la suite justement de l'appel de BDS, qui est le mouvement Boycott des investissements et sanctions, BDS, et qui appelait à plusieurs types de boycotts pour faire pression justement sur le génocide à Gaza et pour avoir des leviers efficaces pour lutter contre l'armement d'Israël et la complicité de la France dans cet armement.
Donc nous, on s'est d'abord concentré sur le boycott universitaire. Du coup, en amenant des revendications à la présidence de l'université. Et ces revendications-là, on ne les a pas inventées, c'était les mêmes qui étaient en jeu par rapport au programme PAUSE dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et donc, l'Université de Lorraine s'était engagée en 2023 pour la défense et la promotion des libertés académiques dans le monde. Or, pour l'Ukraine, il n'y avait pas de problème pour parler de boycott universitaire. Mais lorsqu'il s'agissait de la Palestine, on nous a parlé d'entrave aux libertés académiques. Or, on ne peut pas envisager de parler de liberté académique si ça ne respecte pas le droit international. Et donc, dans ce cadre-là, on a pu obtenir certaines de nos revendications. On demandait notamment des bourses étudiantes pour les étudiants palestiniens, ce qui n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, on essaye de continuer de veiller à ce que les frais d'inscription puissent être remboursés pour les étudiants palestiniens et palestiniennes. On demandait également à ce que l'organisation d'événements culturels qui visent à mettre en lumière la cause de la Palestine et de la culture palestinienne ne soient pas sabotée. Donc on a demandé ces engagements-là qu'on a pu obtenir. Et dans cette lutte-là, comme on l'a dit tout à l'heure, on a eu beaucoup d'alliés dans notre lutte pour la cause palestinienne, notamment l'antenne BDS 54, mais aussi les BBG, les Blouses Blanches pour Gaza, qui ont une antenne à Nancy, également l'association Appelor et la FPS, effectivement. En lien avec la FPS, on a notamment pu rencontrer un activiste palestinien de Cisjordanie. Vous pourrez trouver le lien pour soutenir son association. Et en particulier, on travaille aussi avec des associations, des syndicats étudiants, notamment la FSE, avec qui on a pu co-organiser une conférence débat à propos du militant libanais Georges Ibrahim Abdallah. Et du coup, quelles sont vos principales actions en ce moment et à venir ? Comment vous envisagez l'avenir du MELP ? Alors d'abord, même si on a obtenu certaines de nos revendications au niveau de l'Université de Lorraine, on doit veiller à ce qu'elles soient respectées. Donc, par rapport aux frais d'inscription, par rapport à l'engagement de la présidente à ne pas entraver nos événements culturels, malgré les pressions qu'on reçoit. On souhaite également poursuivre le soutien financier qu'on accorde aux familles palestiniennes, à la fois réfugiées politiques en France, mais aussi à Gaza. Et on essaye d'élargir les possibilités de récolte d'argent. On organise notamment des événements de soutien, des soirées de soutien. On a récemment participé à une place des solidarités qui était organisée par le mouvement Indignons-nous, où on a pu vendre des choses, de la nourriture, des spécialités palestiniennes, mais aussi d'autres choses en soutien aux familles. On a également pu organiser des réseaux de conférences qui traitent d'autres luttes décoloniales dans un cycle internationaliste en lien avec Ancrage de Nancy. On a notamment pu inviter Béatrice Aurès, mais on a un autre cycle qui commencera en 2026 avec la venue de Moni Ramoun le 7 février 2026, qui est formatrice et militante antiraciste et décoloniale dans le mouvement BDS, et donc qui viendra nous faire part de son expérience à Nancy. On souhaite également continuer de faire entendre la cause palestinienne, mais celle aussi des autres peuples qui subissent des génocides et des oppressions coloniales. On souhaite faire du lien avec d'autres associations en France et ailleurs dans le monde. On a notamment pu collaborer avec des associations qui soutiennent la Kanaki pour faire entendre leur cause, et également le Congo, etc. Envisagez-vous des actions ou mobilisations en rapport avec l'armement d'Israël par la France ? Alors, on a décidé également d'élargir nos actions de boycott. D'abord, le MELP a rejoint l'Observatoire de l'armement dans le cadre d'un réseau national de surveillance de l'armement en France. Ce qui ne concernera pas uniquement l'armement d'Israël, mais aussi d'autres États génocidaires. Et c'est très intéressant parce que ça nous permet d'élargir nos recherches sur les preuves qui montrent l'implication de notre État dans l'armement d'Israël. Parce que quand on entend armement, on entend armes lourdes, fusils, etc. Mais il y a d'autres types d'armes qui sont vendues, des composantes, mais aussi des composantes à double usage. C'est-à-dire qu'officiellement, ce n'est pas des matériaux qui vont servir à l'armement, mais aussi aux personnes civiles, par exemple, tout ce qui sert à la surveillance
on peut très bien vendre ça pour une entreprise qui proposerait de la surveillance de propriété privée pour qu'au final, ça se retrouve dans des drones. Et ça, l'ENAT, qui est un réseau de surveillance européen des exportations d'armes et du commerce des armes et de la défense, dénonce justement l'opacité qu'on permet en fait aux entreprises par rapport à l'Union européenne. En fait, il n'y a pas assez de restrictions, il n'y a pas assez de contrôle. Et donc, les entreprises sont de plus en plus libres pour commercer librement à propos de plein de composantes qui pourront finir dans les armes directement. Et de l'autre côté, on parlait du boycott universitaire au départ, mais il y a aussi le boycott des marques, des enseignes, de toutes les enseignes qui financent de près ou de loin le génocide à Gaza. Et donc, on souhaite vraiment rendre accessible des différentes façons de militer, pouvoir investir son quotidien en se sentant active sans forcément culpabiliser. Et on entend beaucoup parler des marques Coca-Cola, Carrefour, qui sont souhaitables à boycotter. Et en particulier, Carrefour, c'est un soutien direct par rapport au génocide à Gaza. On peut trouver leurs produits dans des franchises, dans des grandes enseignes de distribution, dans les colonies en Cisjordanie. Et à l'inverse, on peut trouver des produits israéliens dans les carrefours en France. Et en particulier, Carrefour a apporté une sorte d'aide humanitaire aux soldats israéliens qui étaient justement en train de massacrer le peuple palestinien en leur offrant des colis pendant le génocide, quoi. Donc, on pense que c'est un devoir en fait citoyen de boycotter ces produits-là. Le mouvement BDS, il est rejoignable par absolument tout le monde et il prend en compte la réalité des consommateurs. Il peut y avoir une enseigne, une marque ou un produit qui est souhaitable de boycotter dans plusieurs domaines d'activité, universitaires, culturels, sportifs, mais aussi dans l'agroalimentaire, dans les boissons. Et donc tout le monde peut s'y retrouver et on se doit d'être ambassadeur de cette campagne parce que sinon on est forcément complice en fait, complice passif du génocide qui se passe en ce moment à Gaza. Et il y a un réel levier aussi le mouvement boycott n'est pas seulement utile pour stopper le génocide, mais il peut vraiment aider là à reconstruire aussi les infrastructures à Gaza. Il y a déjà des exemples avec des personnes aux États-Unis qui se sont saisies de ce mouvement de boycott pour pouvoir permettre la reconstruction de certaines infrastructures. Et en fait, c'est vraiment une force économique qu'on peut avoir face à la violence des entreprises qui financent le massacre. Et j'ai une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu de rejoindre le MELP ? À ce moment-là, moi, j'étais étudiante en psychologie à l'Université de Lorraine, donc dans une situation hyper privilégiée, avec énormément d'outils pour me rendre compte de la désinformation dans les médias mainstream. Et donc, il m'est apparu un peu hyper important de pouvoir me mobiliser à cet endroit-là, et notamment avec les leviers qu'on avait dans le boycott universitaire. Mais après, je crois qu'il y a différentes raisons qui font qu'on s'engage et qu'on reste en fait sur le long terme dans un collectif. Et en particulier, j'ai été assez marquée par le gros déni, une sorte de déni colonial qu'on observe dans les universités en France, et notamment dans les filières de soins. Enfin, on parle quand même, la psychologie c'est censé être la filière de l'empathie. Et en fait, il s'avère que personne ne s'est saisi de l'occasion. On pouvait être, en tant que militante pour la Palestine, on peut se demander si on est hyper émotive, de là à nous faire douter nous-mêmes de nos engagements, alors que finalement, là, on parle pas de lobby, on parle de solidarité, d'humanité. Et voilà, tout le monde devrait pouvoir s'en saisir, quoi. Et je crois que c'est important de rappeler aussi que pour s'engager quand on est étudiant et étudiante, c'est important d'avoir le soutien des institutions, mais aussi des profs. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui a pu me permettre de me libérer du temps, qui m'a dit « Vas-y, suis tes choix, suis tes valeurs, quoi ». Mais c'est difficile pour les étudiants et les étudiantes aujourd'hui de pouvoir s'engager réellement, de pouvoir prendre le temps de s'informer quand on a beaucoup de révisions à faire sur des trucs hyper précis, quand on n'a pas le temps en fait déjà d'aller faire ses courses parce qu'on a un job étudiant, parce qu'on n'a pas de thunes. Et donc c'est vraiment important de pouvoir permettre à tout le monde de se mobiliser parce que peut-être que la campagne BDS peut vraiment être quelque chose dont tout le monde peut se saisir, même si on ne va pas forcément en manifestation, même si on décide de ne pas forcément s'inscrire dans un collectif. Et qu'on peut vraiment trouver notre place, en tout cas, en tant qu'activiste.
Eh bien, merci. Merci, je vous remercie tous les deux pour votre présence dans ce premier épisode de Faire Société, épisode qui touche à sa fin. Donc, merci à toutes et tous pour votre écoute. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Faire Société sur RCN.